Jusqu'à maintenant, on a fait en sorte de créer la première version du produit à partir des observations qu'on a faites sur le marché et des conversations qu'on a pu avoir avec les utilisateurs. Et on a fait en sorte de pouvoir traquer leur comportement et de leur poser les bonnes questions pour comprendre leurs besoins. Maintenant, tout l'enjeu, il va être de créer ce qu'on appelle un feedback loop. Donc vraiment une boucle de feedback où on va parler aux gens en continu et ensuite décider en fonction de ce qu'ils nous disent, de ce qu'on va construire dans le produit au fur et à mesure. Avec toutes les observations que tu fais, l'enjeu c'est d'avoir plus d'insight. Un insight, ça se définit par une frustration qui est comprise par l'utilisateur et qui est exprimée par l'utilisateur. Ces insights, ils vont te permettre d'améliorer constamment ton produit et d'être dans une dynamique où la résolution du problème est toujours de plus en plus forte. Dans cette dynamique-là, tu vas aller chercher de plus en plus de parts sur ton marché pour pouvoir faire grossir ta boîte et être en croissance. L'objectif de mettre en place ce feedback loop, c'est d'arriver à trouver ce qu'on appelle un product market fit. Donc c'est une correspondance entre le produit et le marché qui fait que quand tu vas parler à quelqu'un qui est sur ton marché, à chaque fois que tu vas lui parler de ta solution, de ton produit, il va dire « Ok, j'achète, ok, j'ai vraiment envie d'utiliser ce truc-là ». Le temps qu'il faut pour arriver à cette situation-là peut varier. C'est possible qu'à la première version de ton produit, tu trouves un product market fit et que tout le monde se batte pour utiliser ton produit. C'est possible. Par contre, dans la majorité des cas, il va falloir faire des itérations, ce qu'on appelle des itérations. Donc à chaque boucle du feedback loop, on va améliorer un peu le produit en fonction des retours utilisateurs jusqu'à ce qu'on tombe sur quelque chose et qu'on ait créé quelque chose qui intéresse vraiment les gens et qui va faire que dès qu'on leur en parle, ils ont envie d'utiliser ce qu'on fait. Itérer et être en constante amélioration, ça permet en fait de passer différentes étapes pour faire adopter son produit par le marché sur lequel on est. C'est un concept qu'on définit par une courbe d'adoption. C'est très très bien expliqué dans un livre qui s'appelle Crossing the Chasm, qui a été écrit par Geoffrey Moore et qui en fait explique cette théorie-là, qui dit qu'en fait pour attaquer un marché, tu vas d'abord devoir commencer par attaquer les gens qui sont ce qu'on appelle des innovateurs. Ils représentent 2,5% de la population d'un marché et c'est les gens qui sont excités par le simple fait que tu crées quelque chose de nouveau. Donc en fait, eux, ils cherchent pas quelque chose de pratique, quelque chose de bien fait, dans les détails léchés, etc. Ils cherchent quelque chose qui est nouveau. Ça, c'est les innovateurs. Ensuite, une fois que tu as converti en gros ces 2,5% du marché qui sont les innovateurs, tu vas aller chercher ce qu'on appelle les early adopters qui sont 13,5% du marché et qui en fait eux sont aussi excités par le fait que ce soit nouveau mais ont besoin d'un tout petit peu de preuves et de voir des innovateurs qui ont déjà commencé pour pouvoir se dire qu'en gros c'est le prochain truc cool et ils ont envie d'être là sur le prochain truc cool. Ça c'est les early adopters. Ce début du marché là, c'est vraiment des gens qui ont, encore une fois, pas besoin d'avoir quelque chose de léché et de très en détail. Par contre, pour aller chercher la catégorie suivante de la population, donc l'early majority, donc la majorité qui arrive au plus tôt, il va falloir passer un gap qui est très important. Et c'est ça dont il parle dans le livre. Il parle de crossing the chasm. Donc le chasm, c'est vraiment ça, c'est ce trou qu'il y a entre les early adopters et l'early majority, où en fait, il va falloir vraiment redoubler d'efforts et l'intensité qu'on doit mettre dans la résolution du problème doit être vraiment très forte pour passer des early adopters à l'early majority. C'est pour ça qu'on fait des itérations constantes. Parce qu'une fois qu'on a l'early majority, on continue à améliorer, on va aller toucher la late majority et puis les laggards, donc tous les gens qui sont peut-être un peu moins informés, qui sont un peu plus sceptiques et qui du coup vont finir par utiliser le produit uniquement quand tout le monde l'utilise déjà et c'est les derniers à convertir sur un marché. Il y a deux choses à comprendre pour pouvoir avancer dans cette courbe d'adoption et faire en sorte de pénétrer le marché de la meilleure manière possible. La première chose, c'est qu'il faut distribuer plus fort. En gros, ton produit seul ne suffit pas. Une expression commune qu'on utilise qui est « build it and they will come ». Si tu le crées, ils vont venir l'acheter, c'est toujours faux. Genre, il faut distribuer son produit, il faut mettre en place des canaux d'acquisition pour qu'il y ait toujours des nouvelles personnes qui viennent découvrir le produit. Et ça, c'est un truc qu'il faut pas sous-estimer. Par contre, on n'est pas nécessairement là pour parler de ça. On en parle encore une fois dans l'épisode 8, qui est l'épisode bonus de cette saison, où on parle de tous les canaux d'acquisition qui existent pour combler ce manque-là.
La deuxième chose, c'est qu'il faut faire en sorte que tes users deviennent amoureux de ton produit. Il y a une théorie qui a été popularisée par le CEO d'Airbnb, Brian Chesky, qui dit que c'est beaucoup plus facile pour toi d'avoir un produit que 1000 personnes aiment vraiment beaucoup, plutôt qu'avoir un produit qu'1 million de personnes aiment bien. Parce qu'en fait, une fois que tu as compris qui sont les 1000 personnes qui aiment vraiment beaucoup ton produit et pourquoi elles l'aiment bien, tu peux aller scaler et tu peux aller en fait augmenter ce nombre-là, augmenter ces 1000 personnes et les faire passer en 1 million de personnes qui sont amoureuses de ton produit complètement, plutôt que d'avoir plein de gens qui aiment bien mais qui pourraient s'en passer. Ça a beaucoup plus de force en fait en termes d'impact. Le meilleur moyen de comprendre qui est vraiment amoureux de ton produit, c'est peut-être pas tout à fait ça le terme, mais c'est ça l'idée, c'est de leur demander à quel point ils seraient déçus s'ils avaient plus ton produit. Par exemple, Apple avait fait ça à une époque. Ils avaient demandé aux gens est-ce que vous seriez prêt à vous passer de votre iPhone et contre quoi vous seriez prêt à échanger votre iPhone. Dans 90% des cas, les gens disaient contre rien. Parce que l'iPhone était devenu vraiment indispensable. Et quand tu arrives à un niveau où ton produit, les gens sont prêts à ne rien échanger contre, ils ne sont pas prêts à le perdre au point qu'ils veulent rien échanger contre ça, c'est que tu as quelque chose de vraiment fort. Et ensuite, tu fais augmenter ce nombre-là. Pour arriver à ça et pour trouver et créer un produit qui a ce niveau d'intérêt de la part de ton marché, ça ne passe que par des itérations. Il faut améliorer constamment, écouter ce que les gens disent et prendre des décisions sur la meilleure façon d'améliorer le produit au fur et à mesure. C'est pour ça qu'encore une fois, et j'insiste tout au long de cette saison sur il faut parler à tes users. Tout le temps. Tes utilisateurs, tu dois être en contact permanent avec eux. Qu'est-ce qu'il faut regarder à ce stade-là, quand tu as déjà un produit qui existe et que tu as un tracking qui est en place et que tu as une communication avec eux, qu'est-ce qu'il faut regarder? Déjà, il faut se servir des observations qu'on a faites avec Mixpanel ou d'autres outils sur les données quantitatives et essayer de s'inspirer et de faire des hypothèses. Un exemple de ça, c'est chez Coup-d'État, la façon dont on a amélioré le taux de conversion entre le moment où les gens s'inscrivent et où les gens regardent leur premier épisode. Pour donner un exemple de comment on prend des décisions sur ce qu'on va développer ensuite dans le produit chez Coup-d'État, en fait, le mieux, c'est de vous montrer le process qu'on utilise. Genre vraiment, on a tout le temps les yeux dans la data, les yeux dans le Mixpanel, et en fait, on regarde où sont les opportunités de croissance, où on peut avoir une action qui va amener de la croissance forcément. Donc par exemple, un des trucs qu'on a fait récemment, c'est qu'en fait on a regardé le funnel de conversion entre le moment où les gens sign up, où ils s'inscrivent sur la plateforme et le moment où ils regardent leur premier épisode. Parce que notre objectif, c'est que le nombre de gens qui s'inscrivent et que le nombre de gens qui regardent un épisode soit le plus élevé possible, en fait, que la conversion entre les deux soit la plus élevée possible. Donc si je vais dans Mixpanel, que je choisis un funnel et que je regarde le sign up funnel par exemple, hop, on voit que sur les 30 derniers jours, à peu près, on a 2742 personnes qui ont sign up et on n'a que 25,8% d'entre elles, donc 708 personnes qui ont regardé leur premier épisode après s'être inscrites. Ben en fait, ça a quoi comme effet? C'est qu'on regarde ça et objectivement, on se dit il y a quelque chose à améliorer. En fait, mon point, c'est juste ça. C'est juste de dire que en regardant la data, on peut se rendre compte des problèmes qu'il y a dans le flow de notre app et essayer d'avoir des actions qui vont améliorer ça. Si on regarde en fait dans le temps l'évolution de ce taux de conversion, on va voir que là, il est un peu en baisse en plus. Donc, on va se poser la question de mais pourquoi est-ce qu'il est en baisse? Est-ce que c'est parce que les épisodes sont moins intéressants? Il faut vraiment prendre du recul et se poser la question de voilà, est-ce que c'est pas forcément lié au produit, c'est pas forcément lié vraiment à l'expérience, à des choses qu'on peut coder ou à des choses qu'on peut améliorer directement dans l'application, dans le site web, mais ça peut être des choses qui sont liées au business en général. Ça peut être il y a les vacances, il y a du contexte à prendre en compte, etc. Mais en tout cas, le fait de pouvoir voir ce funnel et de regarder les yeux dans les yeux la data et de se demander mais pourquoi ce chiffre il est tel qu'il est et comment on peut faire pour l'augmenter, c'est une très très bonne manière de prendre des décisions. Un autre truc qui est bon à savoir pour parler à ses utilisateurs constamment et prendre des feedbacks et ensuite à partir de la donnée qu'on récolte émettre des hypothèses, c'est de savoir comment les contacter de la meilleure manière. Pour ça, il y a un outil que j'adore, mais dont vraiment je suis fan, qui s'appelle Intercom et qui en fait fait beaucoup de choses. La plupart des gens connaissent Intercom juste parce que ça permet de mettre un chat sur un site, mais en fait il y a beaucoup plus de puissance que ça et le mieux c'est que je vous montre pratiquement à quoi ça ressemble.
Quand tu fais des observations par rapport aux données que tu recueilles et que tu émets des hypothèses par rapport à ça, il y a tout le temps des moments où tu as besoin de parler à tes utilisateurs et d'engager la conversation avec eux, ne serait-ce que pour pousser l'observation un peu plus loin ou pour valider une hypothèse que tu as émise. Pour ça, au début, c'est assez simple parce qu'en fait, tu le connais peut-être tous tes utilisateurs, tu leur parles régulièrement, ça peut être sur Facebook, sur WhatsApp, enfin voilà, tu as des canaux de conversation avec eux qui sont des canaux de tous les jours. Le problème, c'est qu'il y a un moment où à force de faire des feedback loops et à force de faire grossir la base d'utilisateurs de ton produit, tu vas plus pouvoir les contacter comme ça parce qu'ils seront trop nombreux. Donc, il va falloir utiliser des outils qui sont performants et qui te permettent de engager la conversation avec les gens de manière un peu plus automatique et de manière un peu plus efficace. L'outil que j'utilise pour ça, de manière générale, c'est Intercom. Intercom, c'est un outil dont je suis complètement fan. Ça fait, je pense, 4 ans que je l'utilise. Je m'en suis jamais lassé et à chaque fois qu'ils sortent quelque chose de nouveau, je trouve ça fou. Vraiment, c'est une boîte que je trouve exceptionnelle. Elle vaut 1,275 milliard. Ils ont levé 125 millions en série D récemment. C'est une boîte qui est devenue vraiment solide. Alors bon, je vais me faire taper peut-être un petit peu sur les doigts parce qu'on a une boîte chez The Family qui s'appelle Crisp et qui fait un outil qui est extrêmement similaire. Mais en fait, c'est mon point sur tous les outils. C'est que dans la plupart des cas, tu vas avoir des alternatives qui sont aussi viables en termes d'outils les unes que les autres. L'enjeu quand tu choisis un outil, c'est de choisir. C'est pas forcément de trouver le meilleur, c'est pas forcément de trouver lequel est le plus efficace, c'est vraiment de choisir parce qu'en fait, très souvent, sur un marché un peu concurrentiel comme celui-là, qui est le marché du marketing automatique, tu vas avoir plein d'outils différents et il faut juste en choisir un, se mettre dedans et pas nécessairement en sortir, à moins qu'il y ait une vraie raison d'en sortir. Mais j'avoue que entre Crisp et Intercom, je trouve que c'est équivalent et le fait de devoir sortir d'Intercom maintenant pour changer à Crisp, ça me paraît compliqué. Je pense que c'est une réflexion autour des outils qui est intéressante et qui est importante. C'est qu'il faut juste choisir, arrêter de se poser la question pendant 6 mois de est-ce que je vais utiliser ça ou ça, choisir et se mettre dedans. Maintenant, pour ce qui est d'Intercom, la feature la plus connue d'Intercom, c'est celle qui te permet d'avoir un chat en live sur ton site. En gros, ici, sur Coup d'État, on a une petite bulle en bas à droite du site constamment quand on est en train de naviguer sur le site. Et ça permet aux gens de cliquer dessus et d'engager une conversation avec l'équipe, peu importe qui. De notre côté, ce qu'on reçoit quand tu écris sur le chat, c'est des messages directement qu'on peut assigner à différents membres de l'équipe, donc soit à moi, soit à Nicolas, soit à Thomas, voilà, ça c'est l'équipe produit. Et en fait, on reçoit les messages. Donc là, on a un message, par exemple, bonjour à tous. Quand on clique sur je soutiens Coup d'État, il y a une faute d'orthographe, il manque un E. C'est un feedback qui est intéressant, qui nous permet de corriger. On va avoir des gens qui nous posent des questions sur leur boîte, on va avoir des gens qui sont intéressés par une formation payante qu'on propose et qui vont nous poser des questions. Ça nous permet aussi de faire un peu de sales. Donc vraiment, ça nous permet d'avoir une porte ouverte sur les utilisateurs qui vont nous écrire directement et qu'on va pouvoir inviter à nous écrire pour avoir des feedbacks qualitatifs en continu jusqu'à ce que ce soit intenable et qu'il y en ait vraiment trop, mais le temps d'arriver là, on n'y est pas encore. Donc ça, c'est la première feature d'Intercom, c'est celle qui permet aux utilisateurs de t'écrire automatiquement. Ce qui est trop cool, c'est qu'en fait, ça se plug à plein d'autres outils et que tu peux connecter par exemple ta page Facebook à Intercom pour que quand les gens envoient un message à la page Facebook de ton business, ça tombe dans Intercom. Tu peux créer une adresse email sur laquelle les gens peuvent écrire et que ça tombe dans Intercom aussi. En fait, en gros, ça te permet de centraliser tous les points d'entrée sur lesquels les gens peuvent contacter ta boîte pour les mettre à un seul endroit et que l'équipe puisse gérer les conversations, que tu puisses te passer la balle d'un membre de l'équipe à l'autre pour régler un problème différent d'un utilisateur, etc., etc. Donc c'est extrêmement performant. Mais ça n'est qu'une feature d'Intercom. Et dans Intercom, il y a encore plus de trucs qu'on peut faire. Et pour moi, le truc qui est essentiel, c'est de comprendre comment fonctionnent les profils utilisateurs et les propriétés qui les définissent. Si on va dans plateforme, dans Intercom, ce qui est trop cool, c'est qu'en fait, tu peux dresser la liste de tous les utilisateurs qui utilisent ton service. Comment ça marche? Ça marche comme sur Mixpanel. À chaque fois que quelqu'un s'inscrit sur le site, on va envoyer dans le code l'information à Intercom que la personne s'est inscrite et on va demander à Intercom de créer un compte Intercom, en gros, pour l'utilisateur. Ça nous permet de dire, ok, là aujourd'hui on a 20 062 utilisateurs qui se sont inscrits sur Coup d'État un jour et qui sont donc stockés dans Intercom et où on peut retrouver la liste de ces gens-là.
Ce qui est très puissant par rapport à tout ça, c'est que chaque utilisateur dans Intercom va avoir des propriétés définies qui sont soit définies automatiquement par Intercom lors de leur inscription. Ça peut être la ville qui est détectée automatiquement en fonction de l'adresse IP. Ça va être les moments où les gens ont visité le site. Donc là, on voit que cette personne-là, elle est là maintenant. On voit que la première fois où elle est venue sur le site, c'était il y a 2 minutes. Donc ça nous donne des informations comme ça. Mais il y a aussi des informations custom qu'on peut envoyer nous-mêmes à Intercom pour définir des choses qui sont importantes pour le business. Par exemple, là, dans la liste, il y a mon profil. Donc, si on va sur mon profil, on va voir qu'en fait, il y a tout un tas de propriétés qui sont stockées dans Intercom par rapport à mon profil. L'adresse qui est reconnue n'est pas forcément la bonne. Mais par contre, on va voir plein de choses. Il y a mon adresse email, il y a mon user ID, il y a la première fois qu'on m'a vu arriver sur le site, le jour où j'ai sign up, le nombre de fois où j'ai visité le site, le montant de mon abonnement à coup d'état. Il y a plein de propriétés en plus qu'on peut rajouter automatiquement en fonction de mon comportement sur le site. Par exemple, ici, on a une propriété Episodes Watch Count qui est le nombre d'épisodes au total que j'ai regardé sur coup d'état. Là, on voit qu'il y en a 23. On peut voir le premier épisode que j'ai regardé, c'était Coup d'état entreprendre, saison 1, épisode 2. Le dernier épisode que j'ai regardé, c'était Coup d'état X, saison 1, épisode 8. Donc ça va nous permettre déjà de faire un tri en fonction des différentes propriétés qui sont sur un profil pour dresser des listes de gens qui ont fait des actions similaires et ça va nous permettre ensuite de les contacter. Donc si on retourne dans tous les utilisateurs, on se rend compte que donc là on a 20 062 utilisateurs et en fait on va pouvoir ajouter des filtres. Donc là on voit ici que on va filtrer sur les utilisateurs, ce qui s'oppose aux leads, qui sont en fait les gens qui ont juste écrit dans le chat une fois et qui ne sont pas forcément inscrits sur la plateforme, qui correspondent à tous les filtres qu'on va ajouter derrière. Donc par exemple ici je peux ajouter un filtre qui va être Episodes Watch Count. Donc le nombre d'épisodes qui a été regardé est plus grand que 20, par exemple. Hop, donc là on voit qu'il y a 46 personnes qui ont regardé plus que 20 épisodes sur coup d'état. L'intérêt d'avoir cette liste, c'est qu'en fait je peux contacter toutes ces personnes-là. Peut-être que cette liste est encore trop grande, donc je vais ajouter un autre filtre qui est je veux que les gens qui se sont inscrits il y a moins de 60 jours, par exemple. Hop, là ça tombe à 6 utilisateurs et c'est intéressant parce qu'en fait je peux émettre une hypothèse, je peux observer ça et dire ok, comment ça se fait que ces gens se sont inscrits il y a moins de 2 mois et qu'ils ont déjà regardé 20 épisodes. Et je pourrais émettre des hypothèses là maintenant, mais l'avantage d'Intercom c'est que ça me permet de les contacter directement et de leur dire qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait on fait ça très souvent. Thomas passe beaucoup de temps à juste prendre des segments de la base utilisateur, de voir qui sont les gens les plus intéressés, les plus fans de ce qu'on fait grosso modo, et les contacte pour leur demander ce qui leur plaît, ce qui leur plaît moins, comment on peut améliorer ce qu'on fait et créer cet instinct produit qui va te permettre de prendre des bonnes décisions sans forcément réfléchir constamment et juste en ayant cet instinct par rapport aux utilisateurs. Donc ce qui est trop cool, c'est que cette liste-là, elle est ici, on a créé les filtres et en fait on peut la sauvegarder. L'intérêt de cette liste-là, c'est qu'en fait on peut à la fois voir les gens qui la composent, mais on peut aussi sauver le segment. Et donc dire, voilà, je vais l'appeler fan rapide et sauver le segment. Et une fois qu'on a sauvé le segment, je peux aller dans fan rapide et voir en fait la liste de ces gens-là. Et en fait, tous les gens qui vont rentrer dans la catégorie je me suis inscrit il y a moins de 60 jours et j'ai regardé plus de 20 épisodes, ils vont tomber dans cette liste automatiquement et donc tu peux revenir la consulter régulièrement et choisir de recontacter les gens. Ce qui est très très puissant avec Intercom, c'est ce qui suit. En fait, là c'est intéressant d'avoir la liste. J'ai la liste de leurs adresses mail, j'ai la liste de éventuellement leur numéro de téléphone si je leur ai demandé, donc je peux les contacter. Mais ce qui est très puissant, c'est qu'en fait je peux leur envoyer un message soit manuellement, soit automatiquement. Donc je peux aller ici dans les trucs d'action par rapport à cette liste et dire je veux envoyer un message manuel à tous les gens de cette liste. Ou alors, je peux leur envoyer un message automatique. Et en fait, c'est les deux features d'Intercom qui sont vraiment exceptionnelles, c'est qu'elles te permettent de rentrer en contact personnellement avec un nombre de gens très important. On peut le faire directement d'ici, on peut le faire aussi depuis les messages dans Intercom, on va faire ça. Donc ici, si je vais dans Manual Messages, on va d'abord voir comment envoyer un message manuel à un certain groupe d'utilisateurs. Donc si ici, je fais Nouveau Manual Message, je vais avoir le choix entre envoyer un message in-app, donc qui, la prochaine fois que les gens vont se connecter,
sur le site en fait va apparaître ici. Il va y avoir une bulle qui va apparaître et qui va envoyer le message que je propose. Ou alors ça peut être une grosse fenêtre. Enfin, il y a différents formats que tu peux utiliser sur Intercom. Ou alors je peux l'envoyer par email à la liste des gens que je vais choisir. Ici, pour les besoins qu'on a, je vais utiliser le truc in-app. Donc, par exemple, ici, je vais l'appeler message de bienvenue. Dire, OK, je veux que ce soit un post, donc vraiment un gros truc qui va recouvrir l'écran la prochaine fois que la personne va se connecter. Et je vais pouvoir taper mon texte. Donc, je vais pouvoir dire salut, first name. Donc là, on va pouvoir inclure dans les messages d'Intercom des propriétés de l'utilisateur. J'ai vu que tu avais regardé, et là, hop, je peux inclure quelque chose comme épisode 12 watched count. Et je peux dire, je vais remplacer, donc en gros, l'idée, c'est que dans la phrase, je vais pouvoir dire, j'ai vu que tu avais regardé 23 épisodes, en l'occurrence. Et il faut indiquer ce qu'on met à la place si jamais la variable n'est pas remplie. Donc je vais mettre X, en l'occurrence, bon, c'est pas terrible, mais c'est l'idée. J'ai vu que tu avais regardé X épisodes. Qu'en as-tu pensé? Bisous. Petit smiley. Une fois que j'ai écrit mon message, je vais pouvoir choisir, donc est-ce que je veux l'envoyer comme un badge, donc ça va juste afficher une petite notif sur le chat Intercom la prochaine fois que la personne se connecte. Est-ce que je veux que ça s'affiche en petite fenêtre ou est-ce que je veux vraiment que le message s'affiche en full? En l'occurrence, je vais utiliser ça. L'idée ensuite, c'est que tu vas devoir définir à qui ce message va s'afficher la prochaine fois qu'il visite le site. Là, on retombe dans la même chose que ce qu'on a vu dans le fait de segmenter la base utilisateur, c'est qu'on peut ajouter des règles. Ici, la règle, on peut dire, voilà, je veux que épisode watch count soit supérieur à 20. C'est la même chose. Et donc, on retrouve, encore une fois, nos 46 utilisateurs. On veut encore que le sign-up soit il y a moins de 60 jours. Il y a moins de 60 jours, donc on a les 6 personnes. Et donc, bon, je vais enlever ces propriétés-là et je vais mettre une règle où je vais juste faire en sorte que ce soit moi. Voilà. Pour les besoins de l'exemple, je vais faire en sorte que le message s'affiche que pour moi. Donc là, le segment, c'est quelqu'un qui a regardé plus de 20 épisodes et qui s'appelle Valentin Richard. Bon, il se trouve que la liste contient une personne et c'est moi. Une fois que j'ai fait ça, j'ai mon message, j'ai les personnes auxquelles je veux afficher ce message. Je peux définir un objectif par rapport à ce message. Donc si je veux par exemple, si j'envoie un message qui dit « tu devrais regarder tel épisode », l'objectif de mon message, ça va être que la personne augmente le nombre d'épisodes qu'elle a regardé. Donc je vais dire « je veux que episodes watched count a augmenté ». Ou ABC, etc. Je peux choisir, mais en tout cas, en l'occurrence, je veux que après ce message, la personne regarde un épisode de plus. Et je pourrais ensuite avoir des stats par rapport à ce message qui me disent, OK, ça a marché. 60% des gens qui ont reçu ton message ont eu une augmentation du nombre d'épisodes qu'ils ont regardé. Ça me permet de mettre des objectifs. Et ensuite, soit je peux l'envoyer à partir de maintenant, donc immédiatement, soit à partir seulement d'une certaine date. Et enfin, je vais review mon message et je le set live. Ce qui fait que le message va partir et donc ça va envoyer un message manuel à tous les gens qui sont dans la liste, en l'occurrence que moi. Donc si je vais sur coupdeta.co, hop, le message s'affiche et il dit « Salut Valentin », donc ça reprend mon prénom. J'ai vu que tu avais regardé 23, bon j'ai oublié le mot épisode, qu'en as-tu pensé? Bisous. Et là, la personne peut répondre directement. Eh bien écoute, c'était cool et ça engage un chat. Et donc tu peux inviter les gens à la conversation, mais tu peux aussi inviter les gens à faire des choses sur ton site. Vraiment, cette feature est hyper puissante. Ce qu'on vient de faire avec un message manuel dans l'app, on peut le faire par email et faire en sorte que on choisisse toutes les personnes qui ont regardé plus de 20 épisodes et leur envoyer un email à toutes.
et du coup leur poser une question. Et il y a des stats qui sont faites en fonction de ça. Par exemple ici, qu'est-ce que j'ai eu l'occasion d'envoyer? Ben voilà, ici on voit que Thomas au produit avait envoyé 137 mails aux gens qui avaient justement regardé beaucoup d'épisodes en leur disant: salut, j'ai vu que tu nous as rejoints depuis un moment sur le site, j'aimerais bien avoir tes feedbacks et en savoir un peu plus sur toi. Est-ce que tu aurais 20 minutes à m'accorder au téléphone pour discuter? Il y a 83% des gens qui ont ouvert le mail, 0% qui ont cliqué parce qu'effectivement il n'y a pas de lien dans lequel cliquer. Par contre, il y en a 45% qui ont répondu. Et donc on voit les stats. Celui-là n'avait pas forcément d'objectif, mais ça nous dresse des stats dans Intercom qui nous permettent de voir la performance de cet email-là. Ça, c'est pour les mails manuels. Mais ce qui est encore plus puissant avec Intercom, c'est que tu peux non pas envoyer uniquement ponctuellement des mails à une liste de personnes, mais tu peux faire en sorte que dès que quelqu'un entre dans une liste, ça lui envoie un email automatiquement. C'est le principe des auto-messages qu'on va voir juste là. Donc ici, par exemple, je vais pouvoir créer un nouveau message automatique. Je vais dire que je vais envoyer un email cette fois-ci et qu'en gros, donc je vais mettre un sujet qui va être « Merci pour ta fidélité ». Donc ici, je vais écrire un email où je vais dire Hello first name, j'ai vu que tu avais regardé épisode watch count épisode, ça fait hyper plaisir. À ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour rendre ton expérience encore meilleure? Merci beaucoup pour ton temps et à très vite. L'idée de ce mail, c'est vraiment de demander un feedback positif ou négatif à quelqu'un qui a regardé beaucoup d'épisodes pour savoir comment s'améliorer. C'est très très simple, mais en fait c'est important. Et ensuite, on peut définir une audience de la même manière. Donc vraiment, là je vais dire tous les gens qui ont un épisode watch count qui est supérieur, encore une fois, à 20. Je reprends toujours le même exemple, mais on pourrait faire d'autres choses. En attendant, là, on a les 46 personnes qui sont là. On va pouvoir mettre un goal qui est, en l'occurrence, encore une fois, augmenter le nombre d'épisodes qui ont été regardés. Et ensuite, on va pouvoir choisir quand est-ce qu'on l'envoie et l'envoyer. Quel effet ça va avoir ? Une fois que je clique sur envoyer ce message, ça va prendre la liste des 46 personnes qui sont dans mes critères, donc qui ont regardé plus de 20 épisodes, et leur envoyer ce mail instantanément. Mais comme c'est un auto-message, la prochaine fois que quelqu'un rentre dans la catégorie « a regardé plus de 20 épisodes », il va recevoir automatiquement cet email aussi. Ça fait quoi? Ça fait qu'en continu, tous les gens qui vont avoir regardé beaucoup d'épisodes sur Coup d'État, on va entrer en contact avec eux et les inviter à nous donner du feedback. L'intérêt de ça, il est hyper fort parce que ça te permet de montrer aux gens que tu valorises leur feedback et que tu as envie qu'ils t'en donnent. Ça te permet de le faire automatiquement sans avoir à envoyer toi-même des mails à tout le monde à la main et que ça te prenne beaucoup de temps. Tu peux juste traiter les réponses parce qu'elles vont tomber dans le chat et que du coup, tu vas pouvoir les gérer hyper simplement et avoir une conversation avec les utilisateurs qui est constante. Je pense que ces 4 fonctionnalités-là, c'est les plus intéressantes d'Intercom. Il y en a plein d'autres. Tu peux créer un knowledge center dans lequel ça va faire une sorte de wiki où les gens vont pouvoir retrouver des infos. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses dans Intercom, mais je pense que ces 4-là sont importantes. Donc la première, c'est de pouvoir avoir un chat sur le site qui va inviter les utilisateurs à prendre contact avec toi directement et de pouvoir gérer ces discussions-là avec ton équipe directement dans l'outil Intercom. Le fait de pouvoir segmenter ta base d'utilisateurs en fonction de critères pour pouvoir voir la liste des gens qui ont fait telle ou telle chose. Le fait de pouvoir les contacter manuellement, soit à travers l'app, soit à travers un email pour pouvoir engager la conversation avec eux. Et le fait de pouvoir automatiser ce processus-là et qu'à chaque fois que quelqu'un fait une action spécifique, entrer en contact avec lui ou elle pour pouvoir engager la conversation. Ces 4 trucs-là sont hyper puissants parce qu'ils te permettent d'avoir un lien constant avec les gens qui utilisent ton produit et dans le cadre de la mise en place d'un feedback loop et de l'amélioration constante de ton produit, ça me paraît essentiel. Encore une fois, Intercom, ça n'est qu'un outil, il y en a plein d'autres qui fonctionnent. J'ai parlé de Crisp tout à l'heure, il y en a d'autres, je ne les connais pas tous, mais en tout cas, choisir un de ces outils-là, c'est extrêmement utile. C'est des outils qui coûtent un peu cher. Intercom, c'est même vraiment cher, mais je pense que ça vaut vraiment le coup à partir du moment où ça te permet de créer un produit qui va être en constante amélioration et qui va servir les besoins de tes utilisateurs. Quand tu parles à tes utilisateurs et que tu les pousses à te faire des feedbacks constamment et à te dire ce qu'ils pensent de ce que tu proposes, etc., il y a 3 choses qu'il faut rechercher. C'est les 3 choses qui peuvent leur apporter de la valeur. La valeur, de manière générale, tu la trouves toujours sous 3 formes. La première, c'est gagner du temps. La deuxième, c'est gagner de l'argent.
Et la troisième, c'est gagner de la reconnaissance sociale. Grosso modo, apporter de la valeur à quelqu'un, ça se manifeste toujours sous une de ces trois formes-là. Donc quand tu parles aux gens, tu cherches comment tu peux leur apporter de la valeur. Ça, c'est la première chose. Je pense aussi qu'il y a un truc qui est important quand tu parles à tes utilisateurs, c'est d'arriver à créer une sorte de bulle d'honnêteté dans laquelle les gens vont vraiment te dire ce qu'ils pensent. Pour ça, il y a trois choses à faire. La première, c'est de les pousser constamment à être honnêtes. Pour les pousser à être honnêtes, il faut toujours dire merci pour les feedbacks que tu reçois, par exemple, parce que si tu montres que tu reçois le feedback comme un cadeau et pas comme une menace ou une critique, déjà, ça va pousser les gens qui te font des feedbacks à t'en faire plus. Après, il y a un autre truc, c'est que pour les pousser à être honnêtes, il faut rien prendre personnellement. Et c'est extrêmement difficile parce qu'effectivement, c'est toi qui es en train de créer le produit et il faut arriver à se détacher en fait des feedbacks que les gens font parce qu'ils les font sur ton produit et pas à toi. Et on n'est pas en train de te dire que ton travail est mauvais, on est en train de te dire que le produit, il manque quelque chose ou des trucs comme ça. Et on te donne des pistes pour améliorer. Donc le mix de dire merci et de vraiment prendre le feedback comme un cadeau et de pas le prendre personnellement, ça permet de montrer aux gens que tu attends d'eux de l'honnêteté. Et je pense que c'est vraiment important. Si vraiment tu n'arrives pas à ne pas prendre les choses personnellement, je connais des gens qui, quand ils appellent leurs clients, quand ils appellent leurs utilisateurs, ils se font passer pour une autre personne. Ils disent « Ok, j'ai été mandaté par une société externe qui fait un audit sur les clients. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez de notre service ?» Et en fait, ça te permet de pas prendre personnellement parce que tu joues un personnage. Et donc, les critiques qu'on te fait par rapport à ton produit sont faites à une autre personne qu'à toi, une personne fictive, et ça marche. Franchement, utilise la technique que tu veux, mais par contre, il faut absolument arriver à créer cette bulle d'honnêteté. La deuxième chose pour créer cette bulle, c'est par le paiement. Il n'y a pas de secret. Sur un produit qui est payant, si les gens payent, il y a de fortes chances pour qu'ils soient honnêtes avec toi, parce qu'ils en veulent pour leur argent. Et c'est aussi pour ça que c'est important de mettre un prix qui est suffisamment élevé par rapport à la valeur de ce que tu délivres, parce que si les gens payent un prix qui est trop bas, ils vont pas te faire des aussi bons feedbacks que s'ils avaient payé un prix qui était honnête par rapport à la valeur que tu proposes, parce qu'ils vont se dire bah ouais mais bon il me fait déjà une fleur en m'offrant un produit qui est vraiment pas cher par rapport à ce qu'il vaut, donc je vais pas non plus l'assassiner. Et en fait c'est un problème parce que tu dois attendre des gens qui tentent de t'assassiner et qui te donnent des vrais feedbacks. Genre c'est vraiment l'objectif. Donc par le paiement, ça crée aussi cette bulle d'honnêteté. Et la troisième chose, c'est par l'amour existant du produit. En fait, tu te rends compte assez vite que les gens, quand ils aiment vraiment ton produit et quand ils sont vraiment contents de ce que tu proposes, si tu fais n'importe quoi et que tu modifies le produit dans le mauvais sens, ils vont être honnêtes avec toi, ils vont te dire « Ah mais moi j'adorais avant, comment ça se fait que c'est plus le cas maintenant ?» Et ils vont vraiment venir vers toi. Et l'objectif, c'est de les encourager à faire ça. Et en faisant ces trois choses-là, tu arrives à créer cette bulle d'honnêteté qui est extrêmement importante parce qu'elle te permet d'avoir des bons feedbacks et de les recevoir correctement. En même temps que tu fais ça, que tu prends des feedbacks utilisateurs et que tu es tout le temps en train de leur parler et que tu essayes de les rendre les plus honnêtes possibles et de les inviter à l'honnêteté, faut pas oublier de continuer à vendre et à pousser. Comme je disais, il faut distribuer, mais je pense que chaque occasion que tu as de discuter avec un utilisateur, c'est une occasion que tu as de lui vendre quelque chose en plus ou de lui faire amener un ami à utiliser ton produit aussi et en tout cas à participer à la croissance de ta boîte. Je pense que c'est vraiment important de faire ça tout le temps, constamment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un principe qui est très important quand tu es dans une dynamique de feedback loop, c'est que le cash, l'argent que tu gagnes, doit driver les améliorations produits et pas l'inverse. Se dire que tu vas améliorer ton produit, donc les gens vont plus acheter, c'est toujours une erreur. Et c'est une erreur que Pierre, le CEO de Flat, a faite et il s'en est rendu compte. Et j'ai été lui demander un peu comment ça s'était passé et il m'a expliqué qu'en fait, post-product market fit, c'est très compliqué parce qu'il faut arriver à dire non et à prioriser les bonnes choses. Et surtout, prioriser les bonnes choses par rapport au business, donc les choses qui rapportent de l'argent. On va aller voir ce qu'il en dit. Salut Pierre. Salut. Ça va ? Bah oui, et toi ? Ça va, super. Top. Tu es CEO de Flat ? Je suis le CEO de Flat, ouais. On a créé le Google Doc des partitions de musique. Donc c'est vraiment un site web très simple d'utilisation, rien à installer, très intuitif, où tu peux collaborer en temps réel à plusieurs. Sur guitare, donc de la tablature, de la partition plus classique, de la partition de jazz, tout ce qu'on appelle les lead sheets, etc. Et tout ça en temps réel, en ligne. Et puis après, on s'est diversifié, donc tu peux nous trouver sur mobile, Android, Apple, etc. Comme après, dans différentes verticales du marché, comme l'éducation, le learning, ou même de plus en plus la consommation aujourd'hui. Ouais. Ok. Moi, j'aimerais bien qu'on se concentre aujourd'hui sur
la façon dont vous itérez sur votre produit. Ouais, carrément. Vous amenez des améliorations à votre produit. Comment vous parlez à vos utilisateurs en fait pour comprendre ce dont ils ont besoin. Aujourd'hui, c'est quoi est-ce qu'il y a un process? Comment vous faites? Historiquement, et ce qu'on fait toujours aujourd'hui, même si on s'est un peu modéré pour pas y passer trop de temps, on a toujours eu un discours très on est là pour vous, vous pouvez nous parler quand vous voulez. C'est-à-dire, tu as quelque chose à dire, c'est dès le mail de bienvenue. Hit reply et parle-nous, etc. Et donc certains testaient, disaient vous êtes un robot? Non, je suis humain, j'ai des sentiments et je suis prêt à écouter tout ce que tu as à me dire. Et donc ça en fait, même si évidemment, heureusement, même tout le monde ne nous répond pas. Aujourd'hui on a trop de gens sur la plateforme, on pourrait plus. Ça fait qu'en fait, on a plein de gens qui disent ok, ça, j'aimerais bien que ce soit différent, ça me plaît pas, ça j'aimerais l'améliorer, etc., etc. Donc évidemment dans le lot on trie. Il y a des trucs qui sont pas réalisables à court terme, ou il y a des trucs qui sont complètement idéalistes, pas besoin de faire tout ça. Et donc on va capitaliser, on va noter, et puis après selon la pertinence par rapport à ma vision et comment chaque associé, chaque employé la déploie, on voit et on décide si on a envie de s'aventurer là-dedans ou pas. Donc évidemment au tout départ c'était une position de luxe pour nous, parce que c'est-à-dire que notre roadmap de dev, parce qu'on était quand même 4 associés dev, était complètement défini par les retours utilisateurs. J'ai envie de ça, j'ai envie de ci. Donc comme le produit il y avait tout à faire, c'était assez simple. Okay, cette semaine on va faire ça, on va faire plaisir à 40 mecs. Et évidemment on appliquait cette règle de dire que pour une personne qui nous parle, il y en a entre 10 et 20 qui n'ont pas osé nous envoyer un message. Et on essayait comme ça de garder une échelle à peu près cohérente par rapport à la taille de la communauté. Donc au début c'était bien. Donc pendant 2 ans ça s'est passé comme ça, où c'était vraiment produit. Et on a drivé comme ça. Là aujourd'hui, maintenant que le produit est mature, on va avoir une position un peu plus différente, c'est-à-dire qu'on garde cette écoute, on capitalise dessus. C'est juste qu'on va pondérer aussi avec la notion de valeur ajoutée sur est-ce que c'est une feature que les utilisateurs ont envie de payer pour, sont prêts à payer pour, et est-ce que c'est une fonctionnalité qui est exigée ou pas par des utilisateurs payants. On va commencer à scinder les deux et voir à qui on va faire plaisir en premier. Donc évidemment, dans une logique de faut vivre, la boîte doit vivre, la boîte doit se développer, on va quand même prioriser tout ce qui peut amener sur du court terme de l'argent pour ensuite aller mieux servir l'intégralité de la communauté, quoi. Ok, donc là aujourd'hui il y a ce mail de bienvenue en gros pour créer un peu cette bulle d'honnêteté et faire en sorte que les gens se sentent à l'aise de vous donner des feedbacks. Vous faites quoi d'autre? Après ça va être tu vois, dès qu'on va annoncer quelque chose publiquement, c'est-à-dire sur le blog, dans un mail, une newsletter, ou même dans ce qu'on appelle les product updates qui vont être sur mobile, une push notification, ou sur le site web une petite pop-up en haut, on va dire vous avez un feedback, ça ne vous convient pas, ou juste vous aviez envie d'autre chose, dites-le nous. Et comme ça. Après, ce que je te dis là, c'est de moins en moins vrai. Pas qu'on le fasse plus, mais on va inciter un peu moins les gens à venir nous parler pour forcer vraiment du feedback qualitatif. Sinon, le travers dans lequel on est tombé il y a 6 mois, c'était 200 messages par jour. Sur des petites équipes comme la nôtre, c'est plus viable. Si chaque personne de l'équipe passe la moitié de sa journée à répondre, ce qui est très bien, on est un centre de support, on n'est plus une boîte qui est en train de se développer et d'essayer d'aller de l'avant. Donc évidemment, un message qui dit c'est de la base, je vous aime, on le prend et on dit merci, on envoie des cœurs. Il faut aussi comprendre que on peut plus non plus inciter tout le monde à nous envoyer ce genre de message. Vous ne mettez plus les call to action, genre écrivez-nous, ça fait qu'il y a... On les met, mais par contre, tu vois, dans l'application, on va plus dire t'as un petit feedback, écris-nous, tu vois. Ça, okay. Par exemple, le chat a été supprimé de Flat récemment. Parce qu'on s'est rendu compte que, en tout cas sur nos users, on fait du B2C, donc il y a énormément de personnes, le fait d'avoir un chat, pour un oui ou pour un non, les gens venaient nous parler. Mais des fois, ils avaient juste à cliquer sur aide, taper leur recherche, ils avaient la même solution. Mais le fait d'avoir un chat, d'avoir ce sentiment de proximité, faisait que les personnes préféraient nous écrire, ce qui est légitime. Mais nous, en face, vu comment le business est organisé en termes de combien ils payent et combien on gagne, on ne peut pas non plus répondre à tout le monde. C'est-à-dire que dès qu'on leur disait il y a l'aide ici, ah oui tiens j'aurais dû regarder. Bon là à un moment on s'est dit tiens c'est bizarre. Et en fait on a commencé à comparer la qualité de ce qu'on recevait par chat et la qualité de ce qu'on recevait par email et on s'est dit en fait le chat va devoir à un moment partir quoi. Ça change rien dans la logique et l'état d'esprit. C'est juste que plutôt que de se dire pour un qui nous écrit il y en a 20 qui n'ont pas osé, c'est peut-être 1%. Ou 1 pour 200, c'est selon les sujets évidemment et l'intensité que le mec a mis dans le message quoi. S'il est survénère, on se dit là ils sont peut-être plusieurs à être survénères quoi. Mais on garde cette dynamique là, cette logique là, c'est juste qu'on incite un peu moins à venir nous parler pour qu'on puisse vraiment rester quali
sans trop non plus perdre du temps et continuer de délivrer hyper rapidement et augmenter nos revenus évidemment. Ok, ouais. Donc il y a une priorisation de toutes les tâches qui vont être liées au bas du funnel art, quoi. Mm-hmm. Genre, tu vas vraiment aller chercher tout ce qui est revenu, tout ça. Et comment vous décidez de créer des nouvelles branches complètement à votre produit? Parce qu'à la base, donc, vous êtes éditeur de partition, maintenant tu parles d'éducation. Ouais. Il y a tout l'aspect éducatif. À quel moment vous vous êtes dit, ok, on va faire une autre branche, quoi? L'éducation, ça a été particulier. C'est-à-dire qu'on l'a un peu subi au début. Bon, aujourd'hui, on s'épanouit dedans, on s'éclate. Mais au début, on l'a un peu subi. C'est-à-dire que on avait une masse de users qui grossissait, qui utilisaient, etc. Et avec des demandes qui n'étaient pas du tout en accord avec comment on voulait créer ce produit. Et on se disait, c'est bizarre, ils veulent tous faire une recherche dans la librairie personnelle de partitions, par exemple. Je disais, mais c'est pas possible. Qui, en si peu de temps, peut créer 300 partitions? Soit le mec est hyper vénère et c'est un compositeur fou, mais à l'époque, l'état actuel du produit faisait que ces gens-là n'auraient pas été chez nous. Et je me disais, mince, et on commençait à parler, en fait, ils étaient profs, et on se disait, donc vous êtes prof, c'est quoi vos besoins? Et on discutait avec eux, et à un moment, on s'est dit, on faudrait peut-être leur faire un produit, en fait. Et on leur a fait un produit, et ils ont commencé à l'utiliser, ils ont commencé à basculer sur ce produit-là, etc. On a capitalisé sur tous nos acquis, et on a juste refait un peu le packaging, je dirais. Mais c'est comme ça qu'on est dû à commencer. Après, il a grandi, il a mûri, on a structuré des gens dessus pendant un moment, pour le développer, pour le maturer, etc. Là, on revient dessus aujourd'hui, pour aller plus loin, parce que on atteint des nouvelles étapes, que ce soit en revenus, que ce soit en taille d'équipe, etc. Okay. Mais c'est vraiment, voilà, on l'a subi au travers des feedbacks. Si on n'avait pas eu cette discussion avec nos utilisateurs, je pense qu'on aurait été un peu en train de pagayer à contre-courant, quoi. On aurait essayé de forcer des features à un usage qui est différent du bon, quoi. C'est intéressant parce que dans l'épisode 1 de cette saison, on parle du fait que tu dois choper un peu toutes les opportunités qui passent pour trouver un produit qui est intéressant. Carrément. Pour les gens en tout cas. Et là maintenant, donc, c'est une autre phase. Genre tu dois penser différemment. Ouais, carrément, c'est une autre phase. C'est-à-dire qu'il faut... je sais pas si toutes les startups ont comme nous cet afflux d'opportunités qui sont à peu près sur le papier tous viables. Parce que nous, on est dans une vieille industrie, donc le learning, apprendre la musique, c'est pas un truc nouveau, c'est un truc vieillissant, pas sexy. L'éducation, même si ça s'est un peu cassé la gueule, l'éducation de l'école, l'éducation de la musique à l'école, ça revient très fort. T'as les GAFA qui poussent énormément dessus, etc. Ça se démocratise énormément. Donc tu vois, boum, on a déjà 2 marchés où si tu fais un minimum de maths, tu te dis ok, il y a de l'argent à gagner. Mais en plus, on a historiquement le pourquoi, la problématique à laquelle on voulait répondre en démarrant ce truc-là, qui était de dire la compo à plusieurs, elle est difficile et un outil plus simple, pas du tout avancé, abordable en termes de prix et d'expérience utilisateur, ça peut casser la baraque. Il est là aussi et il plaît aux gens. Après, on a juste scalé un peu tout ça, bidouillé pour aller chercher d'autres verticales. Donc, il faut, on les a captés, on les comprend, on continue d'apprendre. En discutant avec nos users, on comprend toujours un peu mieux le marché, ses problématiques, les challenges. Mais par contre, il faut pas juste faire des petits sauts de puce dans tous les sens, mais il faut rester consistant, il faut rester dense et se dire, ok, ça, si je structure ça et que ça me rapporte de l'argent, je peux financer le suivant. Parce qu'on n'est pas dans une dynamique, en tout cas nous, on n'est pas sur du venture où on a de l'argent qui arrive et on peut financer la next step au travers de l'argent pris en investissement, quoi. D'augmentation de capital, donc on est obligé d'avancer en fonds propres et donc là ça te force à être structuré. Tu peux pas, tu peux si tu as beaucoup de chance ou si la demande est tellement forte qu'en fait même si ton offre est pas hyper adaptée, il y a suffisamment de gens qui payent pour. C'est pas notre cas, donc il faut rester dense. Tu prends la step 1, ok, donc nous c'était l'éditeur pour les individus, un par un, ils sont prêts à payer, on s'en rend compte, en fait on serre la vis, on dit ok, maintenant soit tu payes, soit tu peux vraiment pas beaucoup l'utiliser et basta. Et en fait, on a flippé dessus, mais en fait, les gens payent. Ils sont prêts à payer, ils n'ont pas envie de partir. Et boum, tout de suite, les revenus, c'est radical. Sur des volumes d'utilisateurs à échelle comme nous, tout de suite, on fait x5 en revenus, quoi. Et boum, x5. Et puis là, ça change d'échelle. Mais au moins, ça te force à être très, très factuel et te dire, ok, j'avance, oui, mais parce que je me suis donné les moyens d'avancer, quoi. J'y vais pas en mode... Allez, y a toujours un peu de ça passe ou ça casse, mais plus tu grossis, et nous, tu vois, aujourd'hui, on est suffisamment gros pour se dire, on peut pas non plus faire tout et n'importe quoi, parce qu'on a une responsabilité vis-à-vis de notre communauté, on a une responsabilité vis-à-vis des gens qui nous utilisent au quotidien, et on peut pas péter une durite et allez les gars, on a tout changé parce qu'on a envie de faire un A/B test, quoi.
Là, bon, tu peux pas non plus te permettre de faire ça, quoi. Donc, ouais, t'es forcé au focus, t'es forcé à être consistant dans ce que tu fais. Okay. Il y a un mix de parler aux gens un peu continuellement et trier ces feedbacks-là pour avoir que les plus pertinents, observer la data, et du coup, ça te permet, si tu le fais constamment sur un sujet précis, de choisir ce que tu vas développer ensuite. Ouais, je pense que tu vas développer une vraie culture de ton sujet, qui fait que tu vas pouvoir imaginer, et en tout cas, si on se dit que c'est de l'intuition, avoir des intuitions qui sont bien plus fiables que d'autres, quoi. À chaque fois, tu vois, pour l'instant, je me gourre pas. C'est-à-dire, j'ai une intuition, on fait ça, je confronte aux associés, je dis voilà, j'ai réfléchi à ça, voilà la façon dont j'ai réfléchi pour arriver à cette idée-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais, c'est logique, effectivement, bien vu. Bon, vas-y, on tente, tu vois. Voilà. L'intérêt d'être tout le temps connecté au terrain, au business. Ouais, tout le temps d'accumuler, tu vois. Et après, et c'est pour ça qu'en fait, de plus en plus, je me dis, ok, si je veux faire la même chose sur notre produit d'éducation, par exemple, ça veut dire que je vais devoir passer du temps, le nez dans le sujet, en opérationnel, à la discussion, plus que ce que je fais aujourd'hui en tout cas, et d'arriver à ça. Ou alors, je structure une équipe avec des gens qui passent tout le temps, et évidemment, moi j'ai quand même accumulé des connaissances dans le temps, et qui me confrontent et qui me disent, bon voilà, on a consacré 10 heures sur le sujet, voilà notre sensation, qu'est-ce que t'en penses? Et moi, en fait, j'ai juste économisé ces 10 heures de réflexion, et après, j'accumule le fruit de leur travail, et je dis, bon bah en fait, on part à droite, on part à gauche, on va tout droit, etc. etc. Mais ça, encore une fois, c'est drivé. C'est drivé par ta communauté, et ça doit être évidemment drivé aussi par les revenus que tu es capable de générer, quoi. Parce qu'il faut vraiment construire un truc périn dans le temps, quoi. C'est gagner de l'argent, c'est grossir, il y a un moment où tu es bloqué. Ouais, et puis c'est surtout qu'en plus, tu vois, par exemple sur l'édu, bon, qui traîne, tu vois, notre produit d'éducation, on voulait refaire tout pour fin mars, etc. On n'a rien fait, ça ne nous empêche pas de le vendre. Je continue de le vendre, évidemment, bon, bah, les feedbacks s'accumulent, c'est toujours les mêmes, on le sait. Dans un sens, ça nous conforte dans l'idée que tout ce qu'on s'était dit, c'est bien, mais en fait, on augmente notre base de users payants. Donc, les feedbacks sont quali, les mecs ont payé, et tu vois, c'est pas juste des mecs qui sont passés, qui ont vu de la lumière. Et ça montre juste qu'en fait, on peut continuer de le vendre, et il ne faut pas non plus se stresser et se dire on doit faire le produit avant d'aller leur demander plus d'argent aux gens, tu vois. Demande-leur de l'argent, ils sont engagés dans le truc. Si les gens se sentent écoutés et que leur feedback est valorisé et qu'effectivement à un moment tu remplis ta promesse de dire c'est bon, j'ai fait le taf, voilà ce qu'on vous a promis, bah c'est tout banco, quoi. Mais la priorité ça reste l'argent, quoi. Et ce que je disais un petit peu l'année dernière, mais là encore plus, quoi. Je comprends de mieux en mieux le fait que c'est tes revenus qui doivent vraiment driver tout ça, quoi. En tout cas qui doivent te donner le cadre de positionner les bonnes personnes à droite ou à gauche pour faire encore plus de revenus, donc tu vas pouvoir financer mieux ton produit et donc avoir plus de gens qui utilisent, etc. etc., etc. Ouais. Et ça veut pas, être focus sur l'argent, ça veut pas dire que tu n'es pas là pour aider les gens in fine, c'est juste un moyen d'aller aider plus de gens et de pouvoir faire grossir ta boîte au final. Ouais, bah d'être focus sur le sujet, ça te permet vraiment d'être dans une position saine en fait. Donc à partir du moment où tu es dans une position saine vis-à-vis de ta communauté, vis-à-vis de ton produit et vis-à-vis de tes équipes, la conséquence irrémédiable de tout ça, c'est-à-dire que si ça fait plaisir à ta communauté, ton produit va grossir en termes d'utilisateurs, en tout cas dans le B2C, donc tu auras plus de clients potentiels. Si dans ces gens-là, tu as capitalisé sur ce qu'ils avaient envie de payer pour, tu finances, donc après tu vas pouvoir embaucher des gens pour améliorer ton produit, l'emmener plus loin, donc tu risques soit de convertir plus de gens, soit en faire venir des nouveaux, donc tu grossis ta communauté, etc. Et le cercle est hyper vertueux. Là où si tu fais l'inverse, où tu tires ton produit et ton produit est censé tirer tes revenus, donc ça peut marcher, c'est juste que l'effort à fournir sur le produit va être beaucoup plus fort que l'effort que tu aurais à fournir pour faire remonter un tout petit peu tes revenus. La frontière est mince, hein, c'est-à-dire que de convaincre les gens de payer, sur des rapports d'échelle, chez nous en tout cas, si tu vois, ça se joue à pas grand-chose, nous ça s'est joué à 2-3 ajustements, et tout de suite on convertit 5 fois plus. Mais convertir 5 fois plus à notre échelle, ça veut dire que tout de suite on peut financer beaucoup plus de belles choses pour tout le monde. Alors que si on avait dû faire l'inverse et qu'on s'était serré la ceinture pour développer les belles choses, déjà on n'aurait pas été convaincu qu'on allait vendre plus, mais en plus on aurait fait un effort pas sain sur nous en tant que fondateur ou même que ce soit un employé. Tu vois, tu dis allez travaille 45 heures mec parce que là on risque de gagner un peu plus de sous, c'est pas hyper excitant pour personne. En tout cas pour l'employé ou pour le fondateur. Et donc du coup tu te fatigues. Tes revenus vont peut-être monter un petit peu, mais comme tu avais eu la mauvaise approche, la mauvaise réflexion, tu passes peut-être à côté de beaucoup de revenus qui t'auraient permis de faire
une feature de meilleure qualité, etc. Donc générer plus de revenus ou pas, selon tes décisions stratégiques, quoi. Ok, génial, merci beaucoup Pierre. Je t'en prie. Donc on se rend compte que la manière de prioriser les choses qu'on va créer pour améliorer le produit, elle change au fur et à mesure du temps et surtout elle change entre le moment où tu es avant Product Market Fit et le moment où tu es après Product Market Fit. Mais au final, les techniques pour créer des nouvelles fonctionnalités, pour lancer des nouveaux produits, etc., elles sont toujours les mêmes dans le temps. Paul de Freightlink, qui nous avait parlé de comment ils avaient fake it until you make it pour leur premier produit, continue à utiliser ces techniques-là avec ses clients actuels. C'est un modèle d'itération que vous utilisez encore maintenant? Oui. Genre, tu as des exemples de ce que vous faites maintenant, alors que finalement, vous avez quand même... vous avez levé combien en tout maintenant? Alors on a déjà levé 11 millions d'euros et ça sera annoncé dans les prochaines semaines, mais on est en train de relever 25 millions d'euros en série B. Okay. Donc là, vous êtes plus au petit de chez ta tante en start-up à coder dans votre coin, ça devient sérieux et pourtant vous utilisez toujours ces méthodes-là d'itération, de montrer des choses qui n'existent pas encore. Vous l'avez fait récemment? Oui, on l'a fait récemment et même si maintenant on a un produit, on a un modèle qu'on déploie chez de plus en plus de clients en France et demain en Europe, puisqu'on ouvre la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, donc on est en train de se déployer en Europe, on utilise toujours cette méthode pour limiter les risques. Mais pour limiter les risques, à l'époque, c'était pour limiter les risques purement liés à Freightlink. On ne voulait pas payer 4 développeurs pendant 6 mois pour développer des features dont on n'aurait pas forcément besoin. Aujourd'hui, c'est pour diluer du risque à la fois chez nous, chez Freightlink, mais à la fois chez le client. Aujourd'hui, je peux donner un exemple parce que j'étais ce matin chez Procter & Gamble, qui est un de nos plus gros clients, en train de parler du développement, des futures features, etc. Et on est en train de se poser la question de développer un stack de features orienté data, outils d'aide à la décision, recommandations opérationnelles pour le client. Et on est en train de se poser la question de la manière de construire ce stack. Et on avait soit la possibilité de mettre 5-6 développeurs pendant 6 mois dessus et de développer tout le stack, mais en itérant dessus petit à petit, mais en tout cas d'investir directement pour le coder en dur, soit d'utiliser des outils en bootstrap pour essayer de déjà tester l'idée, voir si les recommandations étaient pertinentes et s'il y avait de l'avenir dans cette idée. Plutôt de prendre des engagements chez eux, puisque du budget, validation, évidemment ça implique de la bande passante en interne chez eux et du budget, et chez nous de payer des développeurs pour travailler sur des nouveaux produits ou des features, alors qu'on n'a pas vraiment la garantie que ça, il y a du ROI, il y a une vraie valeur ajoutée à les apporter ces features. Et donc on a encore maintenant, sur cet exemple-là, décidé d'utiliser des outils en bootstrap pendant 1 mois ou 2 pour simplement démontrer une approche héroïste et démontrer qu'il y avait de la valeur dans ce qu'on était en train de développer. Et dans 2 mois, on fait le point avec eux. Si c'est bon, on fera le développement et eux s'engageront d'ailleurs à payer une partie du développement de ces fonctionnalités. Et donc là, pour le coup, vous leur avez pas, c'était pas fake it until you make it, quoi. Genre, vous leur avez dit clairement, on va le bootstrapper avec des outils et on va voir ce que ça donne, ou vous avez quand même fait croire que... Là pour le coup on travaille en toute transparence, c'est différent. Au début on était 4 dans la cuisine de ma tante et le moindre signe de faiblesse, là on a envie de se faire plus gros que le bœuf et dire oui on a des gros invests, on est en train de se déployer partout dans le monde, le produit sort la semaine prochaine, vous inquiétez pas, j'ai 15 développeurs qui travaillent dessus alors qu'on est 4 dans une cuisine et qu'on n'a encore rien fait. Donc là on est obligé de faker, là c'est différent, ça fait 18 mois qu'on bosse avec Procter, on est dans une relation de confiance et c'est simplement de leur expliquer qu'on n'a pas envie eux de leur faire prendre trop de risques et d'investir dans des solutions dont on ne sait pas forcément si elles ont une valeur derrière, et que nous on n'a pas envie d'investir non plus dans une équipe pour développer des choses dont on n'est pas sûr. Donc maintenant c'est plutôt une discussion en toute transparence et on est en train alors ça serait un peu prétentieux de dire d'apprendre le modèle startup à Procter, parce que je trouve que c'est une société qui pour le coup nous a beaucoup impressionné là-dessus. Ils sont très dans l'itération, très ils aiment tester des choses, ils sont assez innovants et donc on n'a pas grand chose à dire là-dessus, mais on les a vraiment mis dans un mode startup et nous on légitime ce mode de développement, et je pense qu'eux en sont vraiment convaincus aussi, non seulement parce que nous ça nous permet de prendre moins de risques, mais aussi se rendre bien compte que de leur côté, avant de nous faire un chèque pour payer le développement, puisqu'on leur demande d'en payer une partie, vaut mieux être sûr avant de commencer le développement. Donc on se retrouve maintenant, même si c'est un énorme corporate et une start-up, on se retrouve vraiment dans ce modèle, puisque finalement c'est plus safe pour eux, c'est plus safe pour nous, et à la fin on s'y retrouve tous les deux, donc on est en toute transparence. Ouais, ça a du sens, ouais. Et avec le recul, ce que vous avez fait au début, c'est-à-dire te faire plus gros que le bœuf, je pense que tu aurais pu ne pas le faire, ou c'était nécessaire? Non, je pense que c'est complètement nécessaire. Ils t'auraient pas cru, quoi, genre ça aurait été...
Non. Ça aurait été impossible. Ouais. C'est assez. On a du mal à croire ce qu'on a fait ces 3 dernières années. Passage de 0 à 1 million, à 15 millions de chiffre d'affaires par an en 3 ans. Cette croissance, nous, on l'espérait, mais déjà c'est dur à imaginer déjà pour nous. Je pense que de toute façon, n'importe qui nous aurait vu à 4 dans une cuisine au début, sans investisseurs, sans produits, de toute façon, on a beau dire, mais si, je vous jure, c'est nous le prochain, la prochaine licorne européenne et c'est nous le prochain leader du secteur. Non pas qu'ils le mettent complètement en doute, mais il n'y a pas grand-chose au début, donc ils ont forcément du mal à y croire. Donc il faut réussir au début à trouver un peu les petits tips, il faut être malin un peu au début pour que la première personne vous fasse confiance. C'est comme en boîte. Hein. Ah non, vous n'êtes pas VIP, comme dirait Gad Elmaleh, c'est une soirée VIP, vous rentrez pas. Ouais, mais laissez-moi rentrer une fois. Peut-être qu'une fois après, une fois ou deux, je serai VIP et je pourrai rentrer. Donc c'est pareil. On vous donne pas de contrat si vous n'avez pas déjà travaillé avec des clients dans le secteur. Bah oui, mais si à un moment donné, on peut pas commencer. Donc il faut être un petit peu malin pour aller chercher les références au début, aller chercher la crédibilité. Finalement, c'est pour ça qu'au début, il ne s'agit pas de gagner de l'argent sur ses premiers contrats absolument il faut simplement avoir de la crédibilité, montrer à des acteurs du secteur qu'on est un acteur pertinent et qu'on est le bon acteur pour pouvoir transformer le secteur. Et donc, il faut être un petit peu malin pour le faire. Et puis, une fois qu'on a des références et qu'on a montré qu'on est le bon acteur, on est dans une relation de confiance avec nos clients et le discours change complètement puisqu'on est, entre guillemets, du même côté de la table à ce moment-là, 2 ans plus tard, comme c'est le cas avec Procter. Ok, trop cool, merci beaucoup. Eh ben, merci à toi, Val. La conclusion de ça, c'est quoi? La conclusion, c'est que tout ce que tu peux vendre, mais qui n'existe pas encore, c'est ce que tu dois construire. Parce que c'est ce qui va amener du cash dans ta boîte. Et il n'y a pas de secret, il y a un moment où si tu veux faire grossir ta boîte, et si tu veux faire grossir le mouvement et être amené à créer un meilleur produit qui va pénétrer le marché plus en profondeur, il faut que tu arrives à générer du cash. Donc, il faut prioriser tes actions. Un dernier truc à savoir quand on parle à ses utilisateurs, une fois que le produit est créé, c'est que je pense qu'il faut leur présenter un peu les hypothèses que tu as, les hypothèses que tu as émises en fonction des observations que tu fais, pour voir un peu leur réaction. Et ce que tu cherches dans ces cas-là, c'est une excitation réelle. Quand les gens te disent « Waouh, c'est trop bien, ça sort quand ?» Là, tu as quelque chose de réel et tu as quelque chose dont tu peux tirer quelque chose, intellectuellement parlant et en termes de décision. Tout ce qui est de l'ordre de « c'est intéressant », ouais, j'aime bien, pourquoi pas, etc. C'est des feedbacks qui sont faux. Genre, tu peux partir du principe que ils correspondent à un nom, en fait. Ils correspondent à un nom, ça m'intéresse pas. Et je pense que c'est important aussi de prendre ça en compte parce que si tu veux parler à tes utilisateurs et comprendre de quoi ils ont besoin pour améliorer ton produit, il faut pas écouter les mauvais feedbacks. Et les mauvais feedbacks, c'est ceux qui sont pas vraiment émotionnels, vraiment forts, finalement. Une fois que tu as compris ce que les gens voulaient, que tu leur as parlé, que tu leur as expliqué tes hypothèses, que tu leur as peut-être montré des maquettes, que tu leur as en tout cas fait comprendre quelle était ton intention, il va falloir passer à la définition des problèmes qu'ils ont et à comment résoudre ces problèmes concrètement. Pour ça, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important et qu'il faut jamais oublier, c'est qu'il faut créer des expériences. Pour créer des expériences, quand tu vas améliorer ton produit, il faut toujours te poser la question du contexte dans lequel ton utilisateur va évoluer au moment où il va utiliser ton produit. Pour définir un contexte, il n'y a que 5 questions à se poser, mais il faut tout le temps se les poser. C'est qu'est-ce que je propose concrètement? Quand est-ce que l'utilisateur va utiliser mon produit? Où ça? Comment? Et avec qui? Grosso modo, avec ces 5 questions, tu peux vraiment comprendre le contexte dans lequel l'utilisateur évolue quand il utilise ton truc. Ce contexte-là va te permettre en fait d'imaginer une solution et d'imaginer une vraie expérience, ce qu'on appelle un flow utilisateur, qui va te permettre de pas créer quelque chose qui est juste une solution, mais qui va être vraiment inclus dans la vie de la personne. Un autre concept à prendre en compte quand tu imagines des solutions et que tu crées des hypothèses dans ta tête par rapport à ce que les gens t'ont dit, c'est l'addiction loop. L'addiction loop, c'est un concept qui a aussi été écrit par Nir Eyal, qui avait fait la matrice de manipulation dont on a parlé dans l'épisode 2, qui dit qu'en fait, dans un produit, tu peux mettre en place un système qui va rendre les gens un peu addicts à ce que tu proposes. Ce système, il se décompose en 4 phases. La première chose, c'est qu'en fait, à chaque fois que l'utilisateur va utiliser ton appli, c'est parce qu'il y a eu un trigger, donc un déclencheur qui fait que il va utiliser ton appli. On va prendre un exemple, c'est Facebook. Okay, si on prend Facebook, tu vas par exemple recevoir une notification. Okay, tu reçois une notification, du coup tu sors ton téléphone, ça c'est le trigger. Le trigger, il enclenche une action.
Cette action, c'est effectivement, je sors mon téléphone, j'ouvre Facebook et je clique sur la notif, je déverrouille mon téléphone. Ça, c'est une action. Ensuite, il y a la partie qui est probablement la plus importante de l'addiction loop, qui est qu'il y a une variable reward, donc une récompense variable, qui fait que ton cerveau est en attente. Ton cerveau est en attente de savoir ce qui va être la prochaine chose qu'il va voir, parce qu'il se dit « Ok, si j'ai reçu une notif, qu'est-ce que ça va être ?» Tu ouvres la notif et là tu lis un commentaire. Et le simple fait de pas savoir ce qu'il va y avoir derrière la notif, ça te donne envie d'y revenir régulièrement. Déjà, rien que ça te rend un peu addict à Facebook. Par exemple, sur Facebook, je sais pas si tu as déjà remarqué, mais en gros, il y a des fois où tu ouvres ton appli Facebook, un peu par réflexe, tu refermes ton appli Facebook, tu rouvres ton appli Facebook dans la foulée et en fait, le feed, il change, il s'actualise et c'est pas la même publication que tu as en premier que 10 secondes avant. C'est volontaire de la part de Facebook parce que ça te permet qu'à chaque fois que tu ouvres l'application, tu vas avoir une variable reward et donc ça te donne envie d'y retourner hyper régulièrement. Une fois que tu as eu cette variable reward, tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle un investissement. Et c'est la dernière étape de l'addiction loop, qui est que éventuellement, si tu as reçu un commentaire, par exemple sur une publication, tu vas y répondre. Donc tu investis de l'énergie, du temps, etc. dans Facebook. Tu vas répondre aux commentaires, ce qui fait que le prochain trigger va être encore plus fort parce que tu auras investi du temps dans Facebook et donc tu te dis « Waouh, mais quelqu'un a répondu à mon commentaire, donc je vais y revenir. » Trigger, action, récompense variable, investissement et ça recommence à l'infini. Et plus tu passes de fois dans cette addiction loop, plus t'as envie d'y retourner le plus régulièrement possible. Alors, c'est un truc qui est un peu à nuancer. Nireyal en parle dans le bouquin, dans Hooked. Il dit que ça peut servir à faire des bonnes choses comme des mauvaises choses et que ça reste un outil et qu'il faut arriver à le prendre dans le bon contexte. Effectivement, Facebook, on peut se poser la question de savoir si cette addiction est pertinente ou pas dans la vie des gens. Mais en tout cas, c'est un concept qui est intéressant en termes de réflexion. Quand tu veux émettre des hypothèses sur comment aider les gens, c'est comment tu peux faire pour faire en sorte qu'ils reviennent régulièrement utiliser ton produit. Quand tu émets des hypothèses par rapport aux chiffres que tu as observés, par rapport aux discussions que tu as pu avoir avec les utilisateurs, etc., il faut toujours te demander est-ce que ce que je crée est une solution à un problème ? Encore une fois, vraiment c'est tout le temps hyper important de réfléchir ça en termes de problème, en termes de problématiques. Quand tu fais ça, il faut te poser la question de est-ce que la solution que j'imagine est la solution la plus simple ? Toujours. En fait, c'est un concept qui ne varie pas en fonction du temps. Au tout début, tu te poses la question, est-ce que c'est la solution la plus simple ? Même quand tu as un product market fit et que ça cartonne pour toi, tu te poses la question aussi, est-ce que c'est la solution la plus simple ? Une fois que tu as ton hypothèse à ta solution et que tu imagines qu'elle est la plus simple, l'erreur à surtout éviter, c'est de foncer la développer et essayer de le faire. La même chose que quand tu crées ton produit à l'origine. Le mieux, c'est d'en créer une première version en fait. Une première version qui peut être juste une maquette, qui peut être juste une combinaison d'outils qui vont fonctionner ensemble mais qui sont pas forcément parfaits et qui vont être peut-être un petit peu bancals. Mais en tout cas, créer une première version, ça va te permettre d'aller chercher des feedbacks initiaux sur un petit groupe d'utilisateurs. C'est encore une fois ce qu'a fait Paul de Fretlink en fait, on en a parlé. Le fait de tester sur un petit groupe d'utilisateurs, quand on a beaucoup, tu vas tester sur un petit groupe pour voir si cette nouvelle fonctionnalité est intéressante pour eux, ça a deux effets. Le premier, c'est que ça te permet de pas passer trop de temps à développer des features qui servent à rien. Donc effectivement, ça a de la valeur. Et le deuxième, c'est que les gens sont contents en fait de participer à la création du produit. Tu les inclus dans la création du produit, donc tu tisses une relation avec eux, donc c'est plus facile de leur vendre. Et ça a beaucoup de valeur. Et en fait, en demandant de l'aide dans la création du produit à tes utilisateurs, tu les fais participer, tu les fais contribuer à quelque chose de plus grand qu'eux. Et finalement, en termes de valeur délivrée par ta boîte, c'est aussi gigantesque. Pour illustrer cette histoire d'itération sur des petits groupes de personnes, on peut parler de Facebook. Facebook, il y a forcément des moments où tu t'es rendu compte qu'un pote à toi avait une fonctionnalité sur Facebook que tu n'avais pas toi. Parce qu'en fait, ils sont constamment en train de tester des choses qui sont déployées à un petit groupe d'utilisateurs. Et s'ils voient que sur ce petit groupe ça fonctionne, ils élargissent ce groupe et puis ils le font grandir jusqu'à ce que peut-être, si la feature est intéressante, comme les réactions il y a quelques années, la déployer à tout le monde.
En tout cas, c'est vraiment important de avoir une approche dans le développement de nouvelles fonctionnalités et de l'amélioration de ton produit qui est aussi itérative et qui est aussi basée sur un nombre de fonctionnalités minimales. Quand tu développes des nouvelles fonctionnalités, quand tu améliores ton produit et que tu essayes de faire en sorte que ça résolve le problème de tes users plus en profondeur, il faut aussi traquer. Et en fait, quand tu mets en place une nouvelle fonctionnalité, c'est la même chose que quand tu crées ton produit. Il faut à chaque fois, te poser la question de est-ce que j'ai mis en place les bons outils de mesure par rapport à ça et est-ce que je peux valider mon hypothèse de ça aide les gens. Ça va te permettre en fait de itérer sur cette fonctionnalité-là. Et je pense que c'est important d'avoir un focus important, d'être focalisé vraiment sur cette fonctionnalité-là quand tu te mets à travailler dessus, parce que tu développes un instinct. C'est ce que disait Pierre de Flat. Tu parles de structurer aujourd'hui, donc à ce moment-là, quand tu décides de créer la nouvelle feature, tu te dis on va séparer l'équipe en plusieurs, et donc on a une qui est sur une feature et une autre qui est sur une autre. Idéalement, maintenant avec l'expérience, je te dirais oui, on aurait dû faire ça. À l'époque, il n'y avait pas de revenus, donc c'est-à-dire on était 4 et on va voir comment on peut répartir le temps de 4 personnes en 2. Donc c'est pas idéal. Quand tu fais du bootstrap, à la rigueur, c'est bien. Tu dis ok, je prends des idées, j'ai un use case, je vois que j'ai un besoin, j'ai une demande. Bon, t'as quasiment tous les éléments pour répondre en tout cas. Le problème de ça, et ce qu'on a vu dans le temps en fait, c'est que à un moment, il faut que tu matérialises. Si tu veux vraiment maturer ton produit, si tu veux vraiment capitaliser et comprendre ce que t'écrivent tes users, il faut que tu passes, au moins 70% de ton temps sur le sujet. Parce que tu vas naturellement y penser quand tu seras pas en train de faire ça ou tu seras à faire autre chose. Typiquement, moi, le sport, tu vois. Et du coup, ça tourne un peu parce que ça reste ton sujet principal au fil de ta journée. Donc, tu as des restes, tu as des rémanescences. Moi, le soir au sport, je fais mon sport de fond, donc je m'emmerde vite quand même. Et là, boum, ça mouline et je me dis en fait, lui il m'a dit ça, je commence à comprendre pourquoi il me parlait de ça. Donc aujourd'hui, c'est notre vraie volonté, c'est de structurer avec des gens qui passent 70% de leur temps sur les dunes, 70% de leur temps sur le learning, sur la consommation, etc. Et évidemment, tout ça, il faut le financer. Et donc c'est pour ça qu'on a revu notre façon de prioriser nos tâches en se disant, ok, on capitalise sur la valeur ajoutée, on va là où on a la plus grosse masse. Donc aujourd'hui, c'est les compositeurs individuels. Et on réfléchit à augmenter nos revenus pour aller financer, structurer l'opportunité éducation, pour aller mieux financer, mieux structurer l'opportunité learning, l'opportunité consommation, etc. etc. Parce que le piège de ça, et ce dans quoi on est tombé en fait, c'est que ça arrive de tous les côtés. Nous, on a cette chance de répondre en fait juste en rendant digital une partition et l'écriture d'une partition. On répond à plein de problèmes qui touchent de près ou de loin à la partition. Ça excite tout le monde. En plus, c'est plus joli que ce qui existe, donc les mecs se disent putain, enfin il y a du neuf. Donc tout le monde veut quelque chose. Et comme tu réponds à tout le monde se prend le temps de te dire je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Et donc en fait, tu t'excites avec tout le monde, avec tes users. Donc c'est génial, c'est une bonne situation que je souhaite à tout le monde. Mais tu peux pas tout faire. Et il faut commencer à prioriser. Et nous, en tant que dev, on s'est dit allez, on fait tout. Parce qu'on est des oufs, du bootstrap, etc. Donc ouais, on est bon à ça. On a cette chance d'être vraiment bon dans le bootstrap. Mais c'est comme faire des enfants, tu vois. C'est assez simple factuellement l'acte, mais après derrière faut assumer dans le temps, tu vois. Et c'est ça qu'on a appris à nos dépens et qu'on a dit maintenant on se calme. Ok, il y a plein d'opportunités. Ok, on a envie de toutes les faire. Donc ok, ça c'est une histoire qui va s'écrire sur 5-10 ans. Mais maintenant step by step, il faut stabiliser, confirmer et pouvoir attaquer la suivante. Et c'est là où on a commencé à ce que je te disais au début, à prioriser. Quelle feature va pouvoir augmenter nos revenus et quelle feature va pouvoir radicalement augmenter nos revenus pour pouvoir rapidement mettre une nouvelle personne ou sur le produit actuel ou sur un autre produit, mais en tout cas de façon saine en termes de temps et d'énergie évidemment. Ok, ouais. Vous êtes combien à la team produit là maintenant Donc la team produit là on est 4 plein temps, on est en train de switcher et c'est très bien qu'on soit redescendu à un petit nombre parce que ça nous... on est en train de switcher dans le sens où on est en train d'appliquer toute cette structure que je te parle. D'accord. Parce que c'est vraiment le constat qu'on fait, c'est-à-dire qu'on est retombé à 4 de façon volontaire en plus, donc ça c'est très très bien tombé et on rentrait dans cette vraie dynamique de recherche du revenu, recherche d'augmenter radicalement le cash qui rentre pour pouvoir mieux financer la suite. Et on retombe à 4, donc 4 avec tout ça sur les bras, on se dit bon là on est un peu en sous-effectif. Il faut qu'on prenne des choix radicaux sur qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, demain, la semaine prochaine.
Et donc ça te force à vraiment te dire, ok, quel est l'endroit où je dois me concentrer en premier qui peut faire que dans 15 jours j'embauche quelqu'un, où je me donne les moyens d'embaucher quelqu'un. Donc là, ça fait peur, parce que tu te dis, bon, si je me gourre, je risque peut-être de déplaire à des gens, donc diminuer ma croissance ou autre chose. Mais t'as pas le choix. Tu dois apprendre à dire non, en fait. Tu dois apprendre à dire non, mais tu dois surtout apprendre à te modérer, je dirais. Enfin, nous, en tout cas, c'est notre travers. C'est comme on sait délivrer très vite un produit, on a tendance à dire, allez, on y va. Et sauf qu'en fait, il faut s'en occuper tous les jours, il faut réfléchir, parce que typiquement, là, on a radicalement augmenté nos revenus et ça s'est joué sur 4 détails qui auraient pu être faits il y a un an. Mais tu vois, et c'est là où je me suis dit, putain, si j'avais mis vraiment 70% de mon temps et de ma matière grise sur ces détails, je les aurais spotés il y a un an. Et donc, en fait, ça ferait un an que je serais en train de financer, restructurer plus sainement tout ce que je suis en train de te parler. Et donc, bon, faut pas se flageller, faut pas vivre dans le passé. C'est comme ça, c'est une belle leçon. Et là, on capitalise dessus. Et à chaque fois qu'on se dit, on a un feedback qui dit, putain, si je pouvais avoir ça, par exemple sur l'éducation, on a eu plein d'idées, on a mis tout à plat sur une roadmap qui aurait dû déjà être faite, mais on a dit non, on se concentre, on reste focus. Et t'as un prof qui arrive et qui nous dit, j'adorerais avoir ça rendrait ma vie meilleure. Bon, ça confirme ma vision. Genre, je suis content, je commence à me dire, allez les gars, on s'y met là. Et du coup, vu que tout le monde capitalise sur cette leçon, hop, t'as Vincent qui me dit, restons focus. On se disperse pas, on continue de monter nos revenus, on ira chercher un mec super bon qui bossera que sur ça lui fera plaisir, et on fera du dev, et on fera de l'OP, ou on fera ce qu'il y a besoin en premier, quoi. Et c'est pour ça que on se flagelle pas, on capitalise dessus et on le réapplique au quotidien, quoi. En traquant et en suivant l'utilisation que font tes utilisateurs de ce que tu proposes, de cette nouvelle fonctionnalité, tu vas pouvoir continuer à la développer jusqu'à ce que ce soit hyper satisfaisant. Déjà, les gens que tu vas avoir en bêta test ou qui vont pouvoir tester ces nouvelles fonctionnalités, ils seront très contents de le faire parce que c'est potentiellement des innovateurs ou des early adopters et qu'en fait, ils vont être très contents de tester la feature, même si potentiellement elle va pas vraiment les aider, mais ils auront envie de voir parce qu'ils sont curieux. Au final, ton but, toi, même s'ils sont curieux et qu'ils ont envie de tester ces trucs-là, c'est de vérifier si effectivement le produit, la nouvelle fonctionnalité règle vraiment leurs problèmes. Parce qu'ils seront quand même contents, mais toi, ton but, c'est de chercher si c'est vraiment utile pour eux. Pour ça, il faut encore que tu poses des questions et que tu observes le comportement. Et puis, il y a tu peux mettre en place des objectifs et vérifier si ces objectifs sont atteints. Et si c'est le cas, c'est bon. En tout cas, une fois que c'est satisfaisant en termes de métriques et d'observation et de discussion avec les utilisateurs, tu peux lancer la nouvelle version de ton produit. Une fois que tu l'as fait avec un petit groupe de personnes, que tu as bien traqué, que tu as bien observé, que tu as des chiffres et que tu peux factuellement dire ça marche, là tu peux le déployer à un plus grand nombre de personnes, à une plus grande base d'utilisateurs qui va du coup pouvoir profiter de ce produit qui a été créé un peu discrètement sur le côté avec un petit nombre de gens. Cette étape-là, elle correspond à quoi? Si tu fais du logiciel, si tu fais un SaaS ou quelque chose comme ça va vouloir dire mettre en production. En fait, tu vas avoir une bêta qui potentiellement est une version à part de ton site sur une autre adresse sur laquelle les gens vont tester des choses. Et puis ensuite, tu vas mettre en production et donc toutes ces choses qui ont été testées, sur lesquelles on a itéré au fur et à mesure, paf, elles passent en production, ce qu'on appelle en production, pour la majorité des utilisateurs, pour tous finalement. Si tu fais du hardware, si tu fais du textile ou si tu fais des iPhones par exemple, il va falloir que tu sortes une nouvelle version. En fait, finalement, mettre en production en logiciel, ça correspond à sortir un nouvel iPhone. L'iPhone, à la base, c'est vraiment la version la plus basique de ce qui existe, l'iPhone 1. Il y a vraiment énormément de fonctionnalités qui manquent et en fonction de ce qu'ils observent qui est la détresse la plus importante dans l'absence d'une fonctionnalité pour les utilisateurs d'iPhone, Apple décide de sortir un nouvel iPhone avec des fonctionnalités en plus. Et donc ça, c'est comme ça que tu itères en fait au fur et à mesure, c'est en sortant des nouvelles versions de ton produit après les avoir testés sur un petit groupe de personnes. Et l'idée, c'est que ça, tu le fais en boucle. Une fois que tu l'as fait une fois, tu recommences. Et puis ensuite, tu recommences. C'est cyclique. C'est le principe du feedback loop, c'est que c'est cyclique. Le but, c'est qu'à chaque itération, t'améliores ton produit pour faire en sorte qu'il règle un petit peu plus le problème de tes users et donc qu'il intéresse de plus en plus de gens sur la courbe d'adoption. Plus tu fais ça,
Plus le nombre de fois où tu passes la boucle d'itération et le feedback loop, plus tu augmentes tes chances d'avoir un nombre de gens importants qui vont vouloir utiliser ton produit. C'est tout le principe de la courbe d'adoption et c'est un travail qui est répétitif, qui est long et où en fait tu dois constamment apprendre des choses, constamment construire des choses, faire des erreurs, apprendre, dont on parle pas souvent parce qu'en fait c'est pas la partie la plus sexy de la création d'un produit, pas du tout, mais par contre elle est essentielle et cette partie-là, cette itération constante, je connais aucune boîte qui a réussi à créer un produit exceptionnel sans passer par là en fait. Même Apple a dû sortir 18 téléphones pour arriver au niveau des iPhones qu'on connaît maintenant et desquels la plupart des gens sont extrêmement contents et contre lesquels les gens seraient prêts à rien échanger. Il y a un niveau d'attachement à un iPhone qui est très très fort. Et on sous-estime à quel point Apple n'est pas juste une armée de génies qui ont des idées qui sortent de leur tête, mais Apple observe le marché, observe ses utilisateurs, traque tous les trucs qu'on fait dans nos iPhones et à partir des données et à partir de discussions avec des gens, crée des nouveaux modèles. Et ça, c'est vraiment un concept très important dans la création d'un produit une fois que tu as lancé ta première version. Maintenant qu'on sait tout ça, maintenant qu'on sait itérer, prendre des feedbacks, mettre en place ce feedback loop et faire en sorte d'améliorer constamment le produit, il y a une autre problématique qui vient s'insérer qui est de le faire le plus efficacement possible. Comme je disais, l'objectif c'est de passer le plus de feedback loops possible. Donc comment on fait pour s'organiser de la meilleure manière pour faire en sorte d'abattre le plus de taf possible et d'aller le plus rapidement possible vers un produit qui est exceptionnel? C'est ce qu'on va voir dans l'épisode 6.